à 3h17 exactement, alors que l'île d'Oak Island était silencieuse sous une chape de brouillard et des siècles de questions sans réponse, un capteur enfoui loin sous la surface a émis un signal qui n'aurait pas dû être possible. Ce n'était ni du métal, ni du bois, ni de l'or. C'était tout autre chose, quelque chose qui ne correspondait à aucun profil connu, quelque chose qui défiait toutes les hypothèses que l'équipe avait amenées avec elle dans le sol. Pendant plus de 200 ans, les chercheurs d'Oak Island ont posé la mauvaise question. Génération après génération, ils ont été obsédés par ce qui était enterré là. Un trésor de l'or, des reliques, des richesses qui dépassent l'imagination. Mais la vérité profonde n'a jamais été ce qui se trouvait sous terre. Le vrai mystère était de savoir pourquoi il avait été caché avec un soin si obsessionnel, et pourquoi il avait été conçu d'une manière qui suggérait qu'il n'était jamais censé être récupéré. Ce qui est apparu ce soir n'indiquait pas la présence de pirates, ni de chercheurs de fortune téméraires, ni même des sociétés secrètes qui hantent depuis longtemps la légende de l'île d'Oak Island. Ce que les données ont révélé semblait plus froid, plus délibéré. Elles indiquaient un avertissement, une structure enfouie si profondément que même les machines modernes peinent à l'atteindre. Une conception si complexe qu'elle ne s'est révélée que lorsque les données des 6 dernières fouilles ratées, des projets qui se sont terminés par un effondrement, une inondation ou un abandon, ont finalement été rassemblées. Et un dernier détail longtemps ignoré par les historiens, parce qu'il remettait en cause trop d'hypothèses, a soudain exigé l'attention. Il remettait en question non seulement l'histoire de l'île d'Oak Island, mais aussi la façon dont l'histoire elle-même est comprise. Au terme de cette histoire, il apparaît clairement que Oak Island n'a jamais été conçu pour récompenser la curiosité, mais pour la mettre à l'épreuve. L'heure de vérité a sonné sans cérémonie. Depuis des jours, les données étaient alarmantes. Des échantillons d'eau prélevés dans le puits, Garden montrait des concentrations d'or si extrêmes qu'elles frisaient l'impossible. Il ne s'agissait pas de traces microscopiques ou de poussière, mais de preuves chimiques indiquant la présence d'un gisement massif à proximité. La théorie de travail s'est rapidement consolidée, un tunnel délibérément construit reliait le puits Garden à une voûte centrale plus grande, enfouie plus profondément dans la zone du Money Pit. L'équipe s'est rassemblée autour d'un X orange géant peint sur la terre, un marqueur représentant l'aboutissement d'années de forage de cartographie d'échecs et de croyances obstinées. Marty Lagina, toujours terre à terre et pragmatique, n'a pas dramatisé le moment. Il a simplement hoché la tête et a dit « Amenez la plateforme ». L'énorme plateforme de forage s'est mise à rugir ses composants en acier gémissant alors qu'elle entamait sa lente descente, mâchant méthodiquement des couches denses d'argile de Nouvelle-Écosse et d'anciens sédiments. 9 énormes puits en acier ont déjà été creusés dans cette région au fil des ans, chacun d'entre eux étant à l'origine de légendes transmises au fil des siècles. Mais cette fois-ci, c'était différent. Chaque personne présente sur le site le sentait. Il ne s'agissait pas d'un simple trou de plus, mais d'une confrontation avec l'histoire elle-même. Lorsque la foreuse a franchi 80 pieds, la tension s'est installée sur le site comme un poids physique. Les conversations se sont réduites à des chuchotements. À 90 pieds, un violent cri métallique a déchiré l'air. Mike, l'opérateur chevronné, a senti les tiges de forage s'élancer soudainement vers l'avant. La résistance a disparu. Il a reculé, recalibré et mesuré à nouveau. Les tiges avaient chuté d'1,5 pied dans l'espace vide. On vide. Charles Barkhouse, l'historien de l'île, a immédiatement contacté Rick et Marty Lagina. La présence d'un vide à cette profondeur précise à l'intérieur de ce que l'on appelle le baby blob n'était pas une coïncidence. Elle correspondait parfaitement aux données de 2 forages précédents. Ils n'avaient pas simplement frappé un espace vide. Ils avaient frappé le plafond de quelque chose d'intentionnel, un tunnel. Ce qui a été perdu dans l'excitation initiale, c'est l'implication. Il ne s'agissait pas d'une simple fosse creusée par des hommes désespérés. Il s'agissait d'une structure stable construite par l'homme à près de 100 pieds sous terre, conçue pour résister à des siècles de pression écrasante de la terre et de l'eau de mer au-dessus d'elle. Le niveau de connaissance et de précision requis était stupéfiant. Il s'agissait de l'œuvre de maître bâtisseur. L'instruction de Marty était claire et nette. « Trouvez-moi un noyau ». La foruse a descendu un tube de tubage dans l'obscurité. Les minutes se sont écoulées sans fin pendant que les machines travaillaient en dessous. Lorsque la carotte a finalement été remontée à la surface, l'air autour de la plateforme a semblé s'arrêter de bouger.
Le premier coup d'œil a révélé non seulement de la boue et de la pierre, mais aussi d'épais fragments de bois anciens, noircis, gorgés d'eau et indubitablement travaillés par la main de l'homme. La présence de bois à cette profondeur changeait tout. Elle confirmait une construction délibérée et non un effondrement fortuit. Mais la carotte suivante, extraite à 97 pieds, poussait la découverte en territoire inconnu. Dans l'argile dense se trouvait quelque chose d'inattendu, un fragment de cuir traité rigide et courbé, comme la couverture d'un livre à côté de traces de parchemin. Endommagé, fragile, mais indéniable. Il ne s'agissait pas d'un coffre au trésor rempli de pièces de monnaie, mais de quelque chose de bien plus dangereux, des informations. De retour au Oak Island Interpretive Center, l'atmosphère est passée de l'excitation à quelque chose de plus calme, de plus lourd. On se sent moins dans un centre de recherche que dans une salle d'attente d'hôpital. L'équipe s'est regroupée pendant que l'archéométallurgiste Emma Culligan préparait les échantillons. Tout le monde a compris le poids du moment. 2 siècles d'obsession, d'échecs, de sacrifices et de vies perdues ont abouti à cette situation. L'échantillon de bois était à lui seul extraordinaire. Placé sous le spectromètre de fluorescence à rayon X, les relevés augmentèrent si violemment qu'Emma en eut le souffle coupé. Les niveaux d'or étaient hors normes, des centaines de fois supérieurs à tout ce qui avait été enregistré auparavant sur l'île. La conclusion était inévitable, ce bois avait passé des siècles en contact direct avec une source d'or massive. Pourtant, c'est le fragment de parchemin qui apporte la véritable réponse. Sa survie défie la logique. Après des heures de nettoyage minutieux et d'examen au microscope de faibles symboles, émergent des fibres. Ils ne ressemblent à aucune langue connue. Mais Rick Lagina ressent une force familière, un instinct aiguisé par des années passées à suivre des fils improbables. Il sait exactement qui doit voir ce fragment. Des images haute résolution sont envoyées à un petit réseau de spécialistes européens qui ont discrètement contribué à retracer les liens possibles entre Oak Island et les Templiers. La réponse arrive en moins d'1 heure et provoque une onde de choc dans la salle. Un éminent cryptographe de la Sorbonne confirme que les symboles appartiennent à un système cryptographique rare et très restreint, utilisé uniquement par les membres de l'élite de l'Ordre du Christ, les successeurs portugais des Templiers. Il s'agit du groupe qui aurait fui l'Europe pendant l'inquisition brutale du début des années 1500, emportant avec lui le légendaire trésor des Templiers. Mais le parchemin n'était pas un avertissement ni un message destiné à faire fuir les intrus. Il s'agissait d'un inventaire d'un registre répertoriant une cache sacrée. Les symboles indiquaient 32 barres d'AU, la désignation chimique de l'or, 5 coffres contenant des reliques et une référence d'une précision effrayante à un objet appelé la tête de Jean. À cet instant, tous les indices éparpillés sur Oak Island s'alignent. La croix de Nolan n'est pas un simple repère laissé par hasard. C'est une carte astronomique alignée avec précision sur les constellations utilisées pour la navigation transatlantique au XVIe siècle. Elle ne marque pas seulement un lieu, mais un moment, l'instant exact où le dépôt a été scellé. Oak Island n'a jamais caché de trésors, mais plutôt un héritage. La route de pierre dans le Marais, construite selon une méthode d'ingénierie portugaise unique, identique aux routes des forteresses templières des Açores, était maintenant clairement une chaussée. Et Fred Nolan, le géomètre qui a consacré sa vie à cartographier l'île, avait raison depuis le début. Il croyait que le Marais avait été créé artificiellement. Il était maintenant clair qu'il n'avait pas seulement été conçu pour dissimuler quelque chose. Le Marais lui-même était la dissimulation, une vaste pierre de couronnement remplie d'eau, cachant une énorme structure, peut-être même une cale sèche submergée pour le navire même qui transportait le trésor. Même l'étrange mur de pierre à double couche sur le lot 26, daté entre 1464 et 1638, a été construit dans un style portugais distinctif. Ce n'était pas le mur d'un fermier, mais une fortification défensive, la limite extérieure d'une colonie cachée et permanente. Ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que le trésor n'a pas été simplement déposé sur l'île d'Oak Island pour une fuite rapide. Il s'agit de la création d'un nouveau quartier général secret. Les puits situés aux 2 extrémités de l'île, construits avec les mêmes pierres rares et non locales, ne sont pas destinés à un petit groupe de déposants, mais à une communauté, une colonie de protecteurs. La raison d'être du gouffre financier devient alors d'une évidence effrayante. Il ne s'agit pas d'un coffre-fort au sens traditionnel du terme, mais d'une distraction brillamment conçue et d'un dépôt en terre profonde
construits avec une technologie presque extraterrestre. Les tunnels d'inondation n'étaient pas de simples pièges destinés à dissuader les voleurs. Ils constituaient un système de préservation hydraulique autorégulé, utilisant l'immense force des marées de l'Atlantique pour maintenir une température et une humidité stables, protégeant ainsi les reliques antiques inestimables contenues dans l'or. Les 32 lingots mentionnés dans le registre n'étaient que le capital de départ, le fonds opérationnel utilisé pour financer l'ensemble de la mission secrète et établir une nouvelle base de pouvoir dans le Nouveau Monde. Il ne s'agit pas d'un butin de pirates, mais des archives cachées de l'ordre le plus puissant et le plus secret de l'histoire contenant des reliques capables de réécrire la religion et la civilisation telles que nous les connaissons. La chasse est enfin terminée. Ils avaient résolu le qui et le quoi. Mais pouvaient-ils l'atteindre, l'île d'Oak Island démasquée? Le mystère est donc résolu. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Beaucoup de gens qui regardent cette émission se demandent probablement si le mystère est résolu, où est le trésor? Et c'est la question à $1 million, n'est-ce pas? La vérité est que la résolution du mystère et la récupération du trésor sont deux défis très différents. L'avancée monumentale que représente la découverte du grand livre des Templiers, dans ce vide de 97 pieds de profondeur, a finalement répondu aux questions les plus importantes et les plus obsédantes d'Oak Island. Nous savons maintenant avec certitude que c'est l'ordre du Christ, les successeurs portugais des Templiers, qui ont navigué ici dans les années 1500. Nous savons qu'ils ont apporté une énorme fortune en or, mais surtout des reliques religieuses inestimables d'une importance mondiale. Et nous savons maintenant que le Money Pit n'est pas un simple trou, mais un dépôt souterrain conçu de main de maître. Mais les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. L'équipe n'a pas encore atteint la voûte principale. Ce vide était probablement une antichambre, un tampon délibérément placé pour tromper et épuiser. Le véritable prix basé sur l'analyse des données sismiques croisées avec les indices cryptiques du Ledger se trouve encore plus profondément, probablement entre 150 et 180 pieds. Le Ledger déverrouille l'histoire, mais les serrures physiques de la chambre forte demeurent. L'équipe doit maintenant repenser complètement sa stratégie. Ils ne se contentent plus de creuser pour trouver de l'or, ils planifient une récupération archéologique d'une telle importance que le tombeau de Toutankhamon ressemble à une capsule temporelle. Le défi consiste maintenant à contourner les légendaires tunnels d'inondation et à pénétrer dans la chambre finale sans détruire ce qui s'y trouve. C'est là que les théories les plus folles deviennent soudain possibles. Et si le Money Pit n'était pas du tout une chambre forte, mais un trou de serrure très perfectionné. Certains géologues affirment depuis longtemps que Oak Island est une anomalie géologique, un dôme de sel rempli de cavernes naturelles. Et si les Templiers n'avaient pas construit une chambre forte, mais plutôt adapté un énorme réseau de cavernes existants, transformant l'île elle-même en une forteresse naturelle. Le Money Pit serait alors la seule entrée construite par l'homme. Une seule porte lourdement gardée, menant à un labyrinthe souterrain. Le grand livre parle de 5 coffres contenant des reliques, et bien que cela soit étonnant, le véritable choc a été la mention de la tête de Jean. Pendant des siècles, des historiens marginaux ont affirmé que les Templiers vénéraient secrètement la tête de Jean-Baptiste. Posséder une telle relique leur aurait conféré une énorme influence. Et si les coffres restants contenaient quelque chose d'encore plus légendaire, l'Arche d'Alliance, le Saint Graal, ce sont ces mêmes objets que les Templiers ont été accusés de découvrir sous le temple de Salomon, la source de leur immense pouvoir et de leur richesse. Dire que les implications sont stupéfiantes serait un euphémisme, et elles deviennent encore plus étranges. Certains théoriciens considèrent maintenant la croix de Nolan non seulement comme un guide de navigation, mais aussi comme une grille énergétique. Ils pensent que l'emplacement précis des rochers, combiné à la géologie inhabituelle de l'île et au mouvement constant de l'eau dans les tunnels d'inondation, génère une sorte de champ d'énergie géothermique ou piézoélectrique. Pourquoi? Peut-être pour alimenter un système de préservation avancé ou même comme moyen de dissuasion, une vibration à basse fréquence destinée à désorienter et à mettre mal à l'aise quiconque s'en approche de trop près. Cela expliquerait-il les fameux mauvais pressentiments et les mystérieuses lumières de l'île? Cela ressemble à de la science-fiction, mais les Templiers étaient connus pour posséder des connaissances très en avance sur leur temps, censées avoir été transmises depuis l'Égypte ancienne et Jérusalem. Cette révélation remet également en question les vieilles légendes. L'histoire du trésor du capitaine Kidd
était presque certainement une histoire de couverture, une explication crédible pour toute activité inhabituelle sur l'île. Et la malédiction, la prophétie selon laquelle 7 personnes doivent peut-être mourir avant que le trésor ne soit révélé, était probablement un coup de maître de guerre psychologique créé par les Templiers eux-mêmes. Le chiffre 7 a une signification profonde dans la tradition templière et maçonnique. En l'entourant de peur, ils se sont assurés que seuls les plus déterminés ou les plus téméraires poursuivraient les recherches. Il est même possible que la malédiction ne soit pas du tout surnaturelle. Et s'il s'agissait d'une série de pièges, de déclencheurs de pression, de mécanismes chimiques ou de dispositifs acoustiques très avancés, conçus pour provoquer des effondrements que l'on a pris pour des accidents tragiques au fil des siècles. Sommes-nous donc en train de négliger un détail crucial? Tout cela aurait-il pu se produire du jour au lendemain? Absolument pas. Cette solution soudaine est le fruit de 200 ans d'échecs. Elle est le résultat de toutes les vies perdues, de tous les dollars dépensés et de tous les rêves brisés sur cette île. Les premiers creuseurs de 1795, la famille Ristal, Robert Dunfield et Dan Blankenship ont tous ajouté des pièces vitales au puzzle. Mais c'est la technologie moderne des frères Lagina, le sonar perfectionné qui cartographie le sous-sol, les analyses d'eau qui détectent l'or et l'équipement lourd capable de pénétrer dans la zone cible qui ont finalement permis de relier ces pièces. Ils détiennent maintenant l'ultime carte au trésor, non pas un croquis sur papier, mais un inventaire vérifié de ce qui se cache dans l'obscurité. La chasse au trésor de l'île d'Oak Island est terminée. La récupération ne fait que commencer. Le mystère est résolu, mais un nouveau chapitre vient de s'ouvrir. La découverte de ces reliques sacrées va-t-elle réécrire l'histoire? Ou s'agit-il de trésors que l'humanité n'était pas censée trouver? N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour obtenir plus de réponses aux plus grands mystères de l'histoire.